Walter Benjamin, bonjour, bienvenue dans Sainte-Sab. Bonjour Sabine. Je suis ravie et touchée en même temps d'être à vos côtés. Vous venez d'écrire « J'ai vu la mort en face, une vie après l'attentat », paru aux éditions du Rocher. 2 ans, il y a 2 ans, l'aéroport de Bruxelles, vous partez rejoindre votre fille, comme tout bon père de famille, et puis là, la vie bascule. On se retrouve à terre dans un terminal et il y a un grand silence qui envahit tout l'aéroport. Très étrange parce qu'on aurait dû entendre des cris, des hurlements et non, c'est le silence qui prévaut. C'est peut-être un silence annonciateur de mort aussi. Alors là, c'est tout de suite l'aurore, vous comprenez que c'est l'aurore. Vous découvrez aussi qu'il vous manque une jambe. Oui. Votre torse est sauvé par votre ordinateur qui était sur votre ventre. Exactement. Quelles sont vos premières réactions? La vie est finie? Première réaction, j'ai eu une phrase dont je me souviendrai toujours, qui était tout simplement « ma vie est foutue ». Voilà, parce que j'avais ma jambe arrachée, l'autre qui était complètement pliée, avec un trou au milieu, et donc on se dit, ben voilà, la vie est finie, on va être handicapé, et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. J'ai vu la mort qui m'appelait, mais je l'ai repoussée, parce que pour moi, la vie était beaucoup plus importante, et puis j'avais l'image de ma fille constamment devant moi, et pour elle, je ne voulais pas mourir. Alors, ce sont des images évidemment atroces. On peut lire qu'il y a notamment, enfin, excusez la description, mais quelqu'un qui est sans tête à côté de vous. Oui. Voilà, des membres dispersés, ça et là. Il y a des corps brûlés, des gens qui sont déchiquetés. C'est une vraie scène de guerre apocalyptique. Oui. De longs moments plus tard, vous êtes transporté dans un état critique à l'hôpital, et là, les médecins vont tout faire pour vous sauver la vie. Oui, je suis arrivée 1h45 après l'attentat, ce qui est énorme et un non-sens, avec quasi plus de sang dans le corps. La première chose qu'ils vont faire, c'est m'emmener au bloc opératoire, et après un scanner très rapide, pendant qu'ils m'opèrent, ils vont me réinjecter du sang dans le corps. Alors, souffrance évidemment atroce, C'est atroce, souffrance physique, souffrance atroce morale aussi. Comment fait-on pour avoir toujours envie de vivre et comment croit-on en la vie? Je n'ai aucune idée, parce que les souffrances sont multiples. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Surtout nous en Europe, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est la guerre, on ne sait pas ce que c'est les attentats. Et on est au cœur de cela, et donc c'est la panique. Et il y a probablement un effet psychologique qui fait qu'on a l'impression que c'est un cauchemar. Alors, le mental, est-ce que ça a été une force incroyable, oui. Votre mental? Oui, c'est ce qui m'a sauvé la vie, parce qu'il y a la douleur physique, mais au-delà de ça, c'est surtout le cerveau qui travaille. Donc, c'est ce qui m'a sauvé, c'est le mental très fort. Aujourd'hui, qu'auriez-vous envie de dire à ce corps médical, à toutes ces infirmières qui vous entouraient, que vous n'avez peut-être pas dit à ce moment-là? Oui, mais ensuite, nos rapports ont été tels que c'était comme une famille, en fait. Les infirmières étaient avec moi comme des mamans, et elles étaient très très proches de moi. Les médecins aussi ont été formidables, ils ont tout fait pour sauver ma 2e jambe, et je les remercierai jamais. Vous aviez aussi un problème dans la tête, non? J'avais ramassé des clous effectivement de la bombe, mais ça ils me les ont extraits. J'ai une blessure au torse également qu'ils ont pu plus ou moins refermer. Ouais, le 2e kamikaze était à quelques mètres de vous. À 3 mètres. À 3 mètres. Oui. Et vous n'avez... C'est juste un miracle, parce qu'en fait j'étais entre une colonne et le vide, et c'est ce qui m'a sauvée. Si j'étais derrière cette colonne complètement, forcément j'aurais peut-être été projetée en arrière, où il y aurait une déflagration, mais j'aurais peut-être pas perdu ma jambe. Alors aujourd'hui, Walter Benjamin, qu'est-ce que vous éprouvez? De la colère, de la rancœur? C'est surtout une colère par rapport à nos autorités qui n'ont rien fait pour empêcher ces attentats.
on aurait pu les empêcher. Aujourd'hui, au fil des mois qui passent, forcément, on reçoit plus d'informations. Et donc, on pouvait arrêter ces attentats, aussi bien ceux de Bruxelles que de Paris. Mais on n'a rien fait. Et aujourd'hui, 2 ans après, mais on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé le 22 mars. Au niveau des services d'urgence, il n'y a pas assez de matériel médical dans les ambulances. Au niveau de la police tire la sonnette d'alarme, mais on n'a rien changé depuis le 22 mars. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Que signifie-t-il? C'est une victime qui s'est exprimée? Je pense que surtout, ça a été une sorte de thérapie. D'abord, il faut savoir que quand je suis sortie des soins intensifs, forcément, je savais ce qui m'était arrivé. Les médecins m'avaient prévenu, ils m'avaient dit « tu vas rester de longs mois à l'hôpital ». La seule fois où j'ai été hospitalisée dans un hôpital, c'est quand j'avais 7 ans pour les amygdales, comme tous les gosses. Enfants, voilà. Ouais. Mais à part ça, je ne connaissais pas le monde de l'hôpital. Je veux dire, voilà, donc j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et je voulais consigner avant tout, avant de faire un livre, toute l'horreur de ce que j'avais vu, les bruits, les odeurs, tout ce que j'ai vu, tout ce dont je me rappelais, je voulais le consigner dans mon ordinateur. Et puis au fil des semaines, ce sont les infirmières qui m'ont dit « mais tu dois en faire un livre ». D'accord. Avant peut-être de devenir un film, voilà. Est-ce que vous arrivez à chasser toutes ces images? Est-ce que vous arrivez à chasser de votre odorat aussi? Vous parliez d'odeur, oui. Disons que souvenirs. J'essaie de mettre tout ça dans un coin de ma tête, Oui. parce que forcément je suis en contact avec d'autres victimes et elles ressassent. Et je sais que si on ressasse, eh bien, on peut en devenir fou. Et je pense que certaines victimes vont trop loin. Donc je ne peux pas évidemment leur jeter la pierre, mais je pense qu'il est important de faire un travail parce qu'on ne reviendra pas en arrière et qu'il faut avancer. Donc pour moi j'essaie de mettre ça dans un coin de ma tête et d'avancer dans ma vie personnelle. Ouais. Donc une démarche super positive de votre part. Et est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Est-ce que votre rapport aux autres a changé? Oui, dans les deux sens. Je pense qu'aujourd'hui, je donne une priorité aux vraies relations. Je n'ai plus le temps de perdre mon temps avec des gens qui ne m'apportent rien, des futilités. D'ailleurs, je n'ai jamais été celui qui était ami avec quelqu'un par intérêt. Je veux dire, je suis incapable d'aimer les gens que je n'aime pas. Et puis, oui, il y a une sorte de rapport des autres aussi. Vous avez plus d'amis aujourd'hui qu'hier? Non, je dirais que peut-être il y a effectivement beaucoup de gens qui gravitent autour de moi. Moi, je les appelle des faux amis ou les amis virtuels, mais je les tiens à distance parce que j'ai pas le temps. Je suis occupée dans ma propre vie. Mais ce qui est important, ce sont les vraies relations. Alors, et l'amour dans tout ça, Walter Benjamin? Parce qu'il faut le dire, vous êtes ce qu'on appelle un chasseur de cœur, même aux États-Unis. Vous travaillez aussi aux États-Unis, à New York, voilà. Et vous avez envie maintenant de devenir coach. Mais coach, pourquoi? Pour qui et pourquoi faire? Alors, je l'étais déjà avant les attentats. Je faisais du coaching amoureux avec mes clients. Mais je pense qu'aujourd'hui, grâce au livre, grâce à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai appris à l'hôpital, j'ai côtoyé le monde de personnes qui ont vécu des accidents, des drames, qui sont amputées. Et donc, j'ai envie de transmettre ma force à ces personnes pour leur dire qu'après un accident, après un attentat, il y a une vie, on peut continuer. Moi-même, quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est terminé, plus personne t'aimera dans cet état-là. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et j'ai envie également d'utiliser mes facultés de matchmaker, puisque je fais ça depuis 23 ans, pour aider les gens à sortir de leur zone de confort, de leur blocage virtuel, et d'aller à l'essentiel. Alors celui qui vous a sauvé la vie, peut-être un mot par rapport à cette personne qui était exemplaire pour vous, qui est devenu un ami. Oui, il est devenu plus qu'un ami. C'est Hassan, qui est un Belge de confession musulmane, et qui a été là dès les premières minutes, qui m'a permis de ne pas m'endormir à jamais.
Et oui, cet homme, en fait, aujourd'hui, on est très très proches. On n'a pas toujours les mêmes idées, les mêmes opinions, mais on a un profond respect là. Ce qui fait que de temps en temps, vous vous rendez dans les cités, vous allez à la rencontre des jeunes, Oui. vous expliquez les choses. Voilà. Oui, je vais surtout à la rencontre des jeunes, mais d'une manière personnelle. Je n'en fais pas comment dire ça, des messes ou des projections médiatiques. Je les vois individuellement, on va à plusieurs dans des cafés boire quelque chose. Donc mon but est d'avoir cette démarche dans le dialogue, d'aller avec eux, de discuter, d'échanger des points de vue et sans agressivité, de pouvoir parler de tout. C'est ça qui est important. Question, comment apprivoise-t-on un nouveau corps? C'est un nouveau corps là. C'est un nouveau corps, enfin une partie de corps. Donc mais... en fait vous avez une prothèse sur une jambe. Sur une jambe, oui. Ben, au départ, forcément, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est étranger. Mais puis, au début, c'est complexe, très difficile à supporter. Et puis après, ben, ça fait partie du corps d'une manière quotidienne. Alors vous avez été aidé, dernière question, par toute une équipe, hein. Psychologue, vous êtes toujours suivi pour le moment? Psychiatre, oui. Psychiatre, voilà. Est-ce que vous avez eu recours à la sophrologie, à l'acupuncture? Non. Kinésiologie? Non plus. Non. Vous méditez, Walter Benjamin? Non, ça n'a pas fonctionné sur moi. Oui. J'ai eu une psychologue spécialisée justement dans la méditation. Ça n'a eu aucun effet sur moi, rien. D'accord. C'est donc votre mental qui était votre force. C'est mon mental qui a été ma force. Si vous avez envie de faire passer un message aujourd'hui, quel est-il? Le message, ce serait de dire que dans tout problème, tout accident dans la vie, il y a des solutions. Je pense qu'il est important de garder la tête très froide, même dans la pire des situations. Et quand on veut, on peut toujours s'en sortir. Je prends toujours l'exemple des peuples, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, ce sont justement dans les peuples les plus pauvres, eh bien, qu'on retrouve en fait les sociétés où les gens sont le plus heureux. Donc plus on va vers des sociétés où les gens sont riches matériellement, plus il y a en fait une misère qui est psychologique, incontestable. Merci beaucoup Walter Benjamin. Je vous laisse retourner. Vous avez des tas de rendez-vous sur les plateaux de télé, dans la presse. Vous êtes très demandé en ce moment et on le comprend pour ce livre. Donc j'ai vu La mort en face, une vie après l'attentat aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.